Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Donc aujourd'hui, dans Homme en Lumière, je reçois Geoffrey Mété. Bonjour Geoffrey. Bonjour Ludovic et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je te remercie de m'inviter aujourd'hui et je remercie à tous ceux qui nous regardent de nous écouter. Ouais, merci. Merci à toi de jouer le jeu. Donc dans Homme en Lumière, on partage des expériences de vie et des témoignages d'hommes particuliers, d'hommes qui me sont sympathiques et que j'ai envie d'inviter. Donc aujourd'hui, c'est toi, Geoffrey. Geoffrey, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, quel est ton parcours, ce que tu fais? Ça marche. Je vais remonter à l'enfance. J'ai grandi en région parisienne, une enfance classique, normale. Tout s'est bien passé avec trois frères et sœurs et mes deux parents. Et ensuite, vers l'âge de 16-17 ans, on m'a demandé de choisir un métier parce que je savais pas du tout quoi faire. Donc, je me suis dit, je vais faire comme mon papa, je vais faire ingénieur. Donc voilà, je suis parti dans des études d'ingénieur. Et après, j'ai commencé à travailler en entreprise en tant qu'employé. Donc vraiment un parcours classique, hein. Bon, j'ai quand même réussi à faire un tour du monde, un voyage pendant 2 ans. Donc j'ai économisé et je suis parti voyager. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Ne m'attendez pas pour dîner. Je le Et mettrai. après, quand je suis revenu, j'avais plein d'étoiles dans les yeux et plein de projets. Maintenant, je replongé dans la vie d'employé. Et donc, je travaille en tant qu'ingénieur dans l'automobile, dans l'aéronautique. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré une jolie Canarienne. Et je suis tombé amoureux et je suis parti vivre aux Canaries, où j'habite actuellement. Donc, ça fait 5 ans que je suis là, à Tenerife. Et j'ai commencé en tant qu'ingénieur. Et à un moment, j'ai ressenti vraiment un appel intérieur profond qui était d'arrêter mon métier. Donc, j'ai senti, je m'étais toujours convaincu que j'aimais mon métier, mais au fond de moi, il y avait une voix qui disait non, non, tu te mens à toi-même. Et donc, j'ai franchi le pas, j'ai quitté mon métier d'ingénieur, parce que je n'ai pas regretté une seule seconde. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était spiritualité, thérapie complémentaire, etc. Et j'ai fait une formation d'hypnose pour commencer, hypnothérapie, pour voir si ça me plaisait. Et bon, je ne sais pas si tu connais Camille Griselin, qui fait l'hypnose sagesse. Et j'ai adoré sa formation. Mais la première semaine, c'est nettoyage émotionnel. Alors moi, je pensais que tout allait bien dans ma vie, que j'avais aucune émotion, que je n'étais jamais en colère. Je me disais, bon, on verra bien ce qui sort. Et ça a été très intense. Et là, je me suis dit, ah ben non, en fait, il y a plein d'émotions en moi que je m'étais toujours refusé à voir, que je cachais à l'intérieur. Et j'ai découvert comme un puits dans mon jardin avec plein d'émotions qui sont commencé à remonter en surface. Et ensuite, j'ai adoré la formation d'hypnothérapeute. Je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'accompagner les autres. Donc après, j'ai étudié d'autres thérapies, donc communication quantique avec Agathe Bourassa. Je ne sais pas si tu connais. Non plus. Resonance repatterning, c'est une sorte de kinésiologie 2.0 qui vient des États-Unis. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à donner des séances. Et voilà où j'en suis à peu près aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est chouette. C'est chouette. Ah, pour avoir regardé un petit peu qui tu étais un petit peu avant, je pensais que ton voyage, il avait marqué une rupture justement par rapport au monde de l'ingénieur et que c'était suite à ce break, à ce tour du monde, que justement il t'avait shifté, mais même pas en fait. Non, non. Ok. En fait, c'est marrant parce que j'ai fait lire mon livre, enfin, j'ai un ami qui a lu mon livre et il m'a dit, un ami thérapeute, et il m'a dit, quand je lis ton livre, je vois aucune émotion. Alors que maintenant, tu passes tes journées à parler d'émotions. Donc non, j'étais encore dans l'ego, mais ça n'empêche que ça a été un voyage très,
très inspirant, qui m'a formé, qui m'a ouvert les yeux. Mm. Quand je suis parti, je pense que je suis parti à 26 ans, donc je pense que j'étais encore à moitié un adolescent. Et quand je suis revenu, j'étais un homme. Mm. Ouais, ça t'a fait un peu une sorte de long rituel de passage. Hmm. Voilà. Mais tu sais, je pense que c'est ce que je marque dans mon livre. Avant, on avait le service militaire, qui était une espèce de rituel. Ou avant, on avait Un des derniers pseudo-rituels de passage pour les hommes, oui, exact. voilà, mais c'était quand même un passage. Ouais. Et maintenant, on n'en a plus. Ouais. Donc, les hommes, pour se construire, Ils ont... c'est comme si j'avais besoin de me mettre une épreuve Ouais, non, pour mais me construire. tu Et ça comprends. m'a aidé à me construire. Hmm. Yes, super. Eh ben, merci de cette belle présentation. Donc, on va rentrer direct hein, Mhm. dans le sujet. Dans Homme en Lumière, on parle. Moi, j'emmène les hommes à parler un peu de leur parcours et ça commence par quelle relation tu as eue avec ton père? D'accord. Comment était-il avec toi? Euh, donc déjà, j'ai eu de la chance que mon père il a toujours été là. Et bon, en fait, ces 2 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur moi, hein. Depuis que j'ai commencé avec l'hypnose, j'ai fait un intense travail émotionnel sur moi-même, une grosse introspection. Et j'ai eu beaucoup d'émotions liées au père qui sont remontées. Alors j'imagine que c'est parce que je suis un garçon. Et il y a eu beaucoup d'émotions, peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné, peur de ne pas être écouté par mon père. Et en fait, je me suis rendu compte que inconsciemment, j'avais souffert du fait qu'il me disait, par exemple, jamais je t'aime ou ne faisait pas vraiment de câlin. Il y a une espèce de distance qui s'était installée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, en fait, en explorant toutes ces émotions, la relation avec mon père, elle a changé. Et maintenant, il est beaucoup plus. Rien qu'en me changeant moi-même, la relation, elle a changé. Et je vois que cette distance qu'il y avait, elle s'est réduite. Et on va dire que c'est dans ma famille, le changement était un peu brutal parce que j'ai changé d'un coup d'ingénieur à thérapeute. Ça s'est fait très très vite. C'est un des seuls dans ma famille qui m'écoute et qui s'intéresse à ce que je fais et qui me fait confiance. Et j'ai vraiment vu un changement en me changeant moi, un changement dans la relation avec mon père. Et après, j'ai fait une séance de Gestalt thérapie il n'y a pas longtemps et j'ai compris quelque chose en fait. C'est pas parce que mon père me disait pas je t'aime qu'il me montrait pas son amour. Et en fait, il me montrait son amour, mais d'une façon différente. Il était toujours là quand on lui demandait un service, par exemple, où il a travaillé très dur pour ses 4 enfants. Il s'est un peu sacrifié pour sa famille, en quelque sorte. Et aussi, ce que j'ai compris, c'est que il avait répété le schéma de ses parents, inconsciemment. Parce qu'il était dans une famille de 7 enfants. Et donc, le père, il n'a jamais le temps de s'occuper de ses 7 enfants, surtout s'il doit travailler dur. Et donc, il montrait son amour d'une façon différente, mon grand-père aussi. C'est-à-dire qu'il était toujours gentil, présent et serviable. C'est pas la façon dont j'aurais aimé recevoir de l'amour, mais en fait, je me suis dit, bah oui, en fait, je l'ai reçu l'amour, même si je m'attendais pas que ce soit sous cette forme. Et le fait de comprendre ça m'a comme libéré. Hmm. Voilà. Et, ce que tu disais à l'instant, c'est que vu que toi, tu as changé ta relation, enfin, tu as changé ta relation à ton monde émotionnel, ça a Mhm. permis d'avoir une nouvelle relation à ton père. Est-ce que tu penses que parce que toi, tu t'es ouvert à ton intériorité, tu lui as offert l'opportunité de pouvoir t'accompagner sur ce chemin et de pouvoir lui aussi peut-être commencer à ouvrir la porte et comme si parce que tu ouvres une sorte de voie, bah, tu lui permets de l'emprunter aussi? Euh, il y a quelque chose de ça. Tu sais, c'est marrant parce que je suis allé dans mon sous-sol de la maison de mes parents et j'ai trouvé plein de livres d'hypnose, euh, de voyage intérieur, etc., de bouddhisme. Donc, je me dis, il y avait quand même des graines que mon père m'a transmises.
Et il n'y a pas si longtemps, il m'a dit, oui, Geoffrey, j'ai un petit problème physique, est-ce que tu pourrais pas me faire une libération émotionnelle? Ah, j'étais, Ah, ça, waouh, ça c'est y est, une tout est grosse gagné. étape. Mon père qui a jamais parlé d'émotions, bah, c'est ce qu'on a appris dans la famille, a toujours intériorisé les émotions. Il y a une porte qui s'est ouverte, on va voir où ça mène. Puis je trouve ça chouette parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il a confiance en ce que tu amènes et puis que c'est aussi une sorte de preuve d'amour, quoi, de se dire j'ai confiance et Exactement. puis ben, je considère ce que tu fais, quoi. C'est un super retour, même si c'est pas énoncé comme ça, juste de le fait de se dire bon bah tiens, tu pourrais pas faire quelque chose pour moi, c'est une super reconnaissance. Oui, ouais, ouais, ça fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce que tu vois, enfin, qu'est-ce qui t'a transmis ton père? Qu'est-ce que tu penses qu'il t'a transmis? Alors, mon père il est ingénieur, donc très rationnel, pragmatique. Donc déjà, j'ai hérité de ça de lui. La fiabilité, être organisé, etc. Et ça me sert beaucoup aujourd'hui, Oui, bah oui, j'imagine. Ouais. parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le chemin de l'éveil spirituel qui sont un peu en train de voler. Moi, je pense qu'il m'a transmis l'ancrage. Il m'a transmis plein de choses. Je sais pas d'autres exemples qui me viennent en tête. C'est chouette. Déjà, l'ancrage, Ouais, la rigueur, le côté organisé des choses, c'est une bonne valeur. ouais, j'essaie de penser. Je suis sûr qu'il m'a transmis plein de choses, mais je m'étais jamais vraiment posé la question. Mais je vais aller explorer ça. Ok. Euh, Est-ce que tu pourrais enfin, nous parler des événements qui t'ont construit, toi, en tant qu'homme? Mhm. Bah, j'en ai déjà parlé. Premièrement, mon voyage. Ouais. Voyage, c'était vraiment très formateur. Tu sais, j'ai fait 2 mois en vélo de Paris à Istanbul. Ouais. Voilà, déjà, c'était un sacré challenge en 2 mois. Et après, j'ai laissé le vélo et je suis parti en transsibérien, je suis parti en Asie et après, je suis parti en Amérique latine. Presque 1 an en Amérique latine. Oui, parce qu'en plus, il me semble que dans ton voyage, le but, c'était de ne pas prendre l'avion, Oui, si j'ai bon, bien compris. Je je vais sais pas pas si... dévoiler l'intrigue de mon livre, mais en gros, j'ai pas réussi à ne pas prendre l'avion. Ouais, mais c'est marqué dans le résumé, hein, quand tu vas, tu tapes sur Google pour voir le résumé du livre, il y a marqué Ah bon? ça. Donc, Bon. Non, j'ai pas réussi à prendre l'avion. Je suis arrivé à Singapour et en fait, il y avait que des gros cargos et c'était aussi dur de trouver une place dans un bateau que de monter illégalement dans un avion, quoi. C'était pas possible. Mais c'est pas grave, j'ai vécu d'autres choses et c'était tout aussi intéressant. Donc vraiment cette expérience de 2 ans où je me suis retrouvé finalement avec moi-même. oui, parce que tu es parti tout seul. Le voyage en vélo, je l'ai fait avec un ami pendant 2 mois et après, j'étais tout seul. Donc, quand tu es tout seul, ça te force en plus à aller vers les autres, ça te Ouais. force voilà, à prendre des initiatives. Je pense que quand tu voyages en couple ou en groupe, bah, tu as tendance à rester un petit peu dans ton monde. Donc là, j'étais vraiment ouvert à toutes les nouvelles cultures. C'était très, très enrichissant. D'ailleurs, j'ai noté une phrase que j'ai mise aussi dans mon livre quand tu m'as parlé de masculin. Et c'est une phrase de Vincent Cassel et je trouve qu'elle pouvait bien illustrer ce qu'on est en train de dire. Et il dit, c'est le propre de l'homme que de chercher constamment l'aventure et l'excitation pour éviter de se sentir stérile. Les femmes ont la chance de pouvoir créer au sens propre du terme. Nous, on se débrouille avec des bouts de ficelle pour donner un sens à notre vie. Mm. Waouh. Ouais. Intéressant. Ouais. Il faut qu'on aille à l'extérieur et qu'on se sente dans une vie d'aventure pour, pour peut-être penser qu'on n'est pas stérile. Enfin, intérieurement, quoi. Intéressant.
Et qu'est-ce que tu vois vraiment qui a changé entre avant et après ton voyage? Tu vois, intérieurement, c'est quoi le plus grand changement qui s'est passé? Mmh, beaucoup plus ouvert d'esprit. Tu sais, on dit que les voyages forment la jeunesse et vraiment j'étais comme ça et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses. Je dirais que c'est ça le plus gros changement. Mais après, j'ai gagné en tout, j'ai gagné en maturité, j'ai gagné en confiance, j'ai gagné en plein de choses. Je pense que c'était vraiment à tous les niveaux. Moi, à l'époque, j'étais plutôt dans le mental et le physique et j'avais un peu omis le spirituel, l'énergétique et l'émotionnel. Mais je pense que le changement, il y a eu lieu à tous les niveaux, même si j'en ai pas eu conscience. Hmm. Voilà, ça c'est la première grosse expérience qui m'a transformé. Ouais. Et la deuxième, ta question, c'était pour qui Quels m'a sont les événements qui t'ont construit ou que tu en penses tant qui t'ont construit en tant qu'homme et en fait qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait grandir dans ton expérience, quoi. Mhm. Ben, la deuxième grosse expérience, c'est tout le travail émotionnel, toute l'introspection que je fais en continu, jour après jour, depuis 2 ans maintenant. Et c'est très intense. Tous les jours, je libère plein d'émotions, il y a plein de trucs qui se passent. Hmm. Et j'ai vraiment vu une transformation. On pourrait croire en me regardant, ceux qui me connaissent, ils ne voient pas directement le changement, mais en fait, je vois que j'ai changé à tous les niveaux. Hmm. Ça m'a vraiment construit en tant qu'homme. Et j'imagine que tu veux aussi parler du masculin et du féminin, mais Alors, j'ai on verra vraiment plus vu. tard après, mais D'accord, voilà. oui, on va l'aborder. Toi aussi, tu dévoiles l'interview, hein, t'as vu? Ça serait la suite logique. Hmm. Oui, mais c'est chouette ce que tu dis parce que bon, moi j'accompagne aussi des hommes en stage justement pour aller visiter leur profondeur et aller décristalliser voilà, des blocages émotionnels. Et c'est vrai que enfin, je parle vraiment en tant qu'homme, hein, parce que je Mhm, pense que les femmes ont un lien avec leur intérieur et leur émotionnel qui est beaucoup plus ouvert, qui est beaucoup plus accessible. Mais en tant qu'homme, dès qu'on commence à explorer son monde intérieur, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise à l'intérieur, quoi. Enfin, quelque chose une sorte de puissance calme, j'allais dire. Il y a quelque chose un peu de la force tranquille qui se développe, quoi. mhm. Mais je connais bien aussi. C'est pour ça. Hum, euh, et ben justement, tiens, vu que tu en as parlé, comment tu vis le féminin à l'intérieur de toi et qu'est-ce que ça représente pour toi dans ton quotidien, dans ce que tu vis? Clairement, le féminin, je l'avais mis dans une cage. Je l'avais mis dans une cage. Bah, tu sais bien, en tant que petit garçon, on nous élève, faut pas pleurer, faut être fort. Si tu montes tes émotions, tu es un peu une mauviette. Et donc, j'avais tout mis, ma sensibilité, ma féminité, j'avais tout mis en cage. Et d'ailleurs, je m'en portais pas plus mal, j'étais très bien. Et je m'en rendais pas compte. Et puis, j'ai fait des séances de crânio-sacral, je sais pas si tu connais. Non. C'est très subtil, c'est des petits mouvements, on touche la tête comme ça, mais c'est très puissant. Et j'ai travaillé sur ça, plusieurs séances, réveiller ma part féminine à gauche, et là c'est la part masculine. Et petit à petit, elle s'est réveillée. Après, il a fallu encore trouver l'équilibre entre les deux une fois qu'elle était réveillée. Et maintenant, alors sur le coup, c'est marrant, j'ai vu un changement très concret quelques semaines après. J'étais en boîte de nuit, je vais pas souvent en boîte de nuit, et là il y a un garçon qui est venu et qui m'a mis une main aux fesses et qui a voulu me faire des bisous. Et c'était la première fois que ça m'arrivait que je me faisais draguer par un homme. Donc clairement j'ai vu un effet concret juste après. Euh, Après dans la vie de tous les jours, bah les émotions,
à part sensible. Je vois mon intuition, je vois vraiment que tout ça s'est réveillé. Et peut-être, je ne sais pas si je suis à 50-50, mais en tout cas, je pense que je suis à l'équilibre maintenant. Voilà. Et comment tu te laisses traverser par tes émotions? Enfin, est-ce que tu te laisses traverser par tes émotions? Et pareil, qu'est-ce que ça représente dans ton quotidien? Et voilà, comment tu vis ce flux-là à l'intérieur de toi? Ok, alors pour tout avouer, je me suis complètement passionné pour les émotions. Euh, et c'est devenu, ouais, au quotidien, ça m'a changé la vie. Dès qu'il y a quelque chose qui m'arrive, un événement désagréable ou un schéma qui se répète ou un truc qui cause quelque chose en moi, je vais voir à l'intérieur quelle est l'émotion et, et j'utilise un processus de libération émotionnelle. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, si ça t'intéresse, c'est on pourrait montrer aux gens comment on fait un processus de libération émotionnelle. Si tu veux bien être mon cobaye, il y en a pour 5 minutes. Ça, ils comprendraient concrètement quel outil j'utilise pour Euh, libérer une émotion. Peut-être pas dans l'interview, mais Ah, non, non, ça peut être une bonne idée. Non, on ne va pas sortir obligatoirement du cadre, mais n'empêche que ça peut être une bonne idée et peut-être de faire un live dans pas très longtemps avec ça et on se recontacte vraiment avec plaisir. ça marche. Mais je note. Non, mais T'inquiète pas. en gros, c'est vraiment avant, toutes les émotions, je les mettais sous un tapis, je voulais pas les voir. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, c'est j'accepte l'émotion, comme si c'était une bonne amie qui arrive, qui toque à la porte. Bienvenue. Je l'observe dans le corps. Donc, comme tu dis, je la laisse me traverser. Je l'écoute. Parfois, il y a besoin de comprendre une prise de conscience. Parfois, il y a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Parfois, comme tout à l'heure, j'étais en train de crier dans mon coussin parce que j'avais une grosse colère qui est venue comme ça d'un coup. Et c'est incroyable le nombre d'émotions qui surgissent, en fait. Je ne croyais vraiment pas qu'il y en aurait autant. Et, euh, et jour après jour, émotion après émotion, je vois que ça me transforme. Par exemple, l'intuition. L'intuition s'est énormément réveillée à la suite de ces intenses libérations émotionnelles. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que tu utilises, toi, comme outil pour libérer les émotions. Moi, je les vis. Ah, mais pour tes clients. Moi, pour les stagiaires, ben après, j'ai des processus un peu particuliers parce que je j'accompagne pas, enfin, en individuel, j'accompagne plutôt en rêve éveillé en présentiel. Et Ah, par contre, d'accord. en stage, il y a un protocole assez particulier et c'est une sorte de constellation de ces dynamiques intérieures. Donc, ils viennent, enfin, ouais, c'est assez compliqué à expliquer comme ça, mais ils viennent un petit peu consteller leur dynamique archétypale voilà, en réel et en présence, quoi. Ça veut dire que la personne, elle est au centre. Il y a ces dynamiques intérieures qui sont éclatées autour, jouées par d'autres personnes. Et il y a des problématiques qui se montrent et il y a des résolutions énergétiques, émotionnelles, des prises de conscience. Enfin, c'est assez. Voilà. Donc, nous, on a un process qui est très positionné, enfin, ancré, comment dire, établi, quoi, organisé. C'est pas du one en séance, en fait. D'accord. C'est comme une constellation familiale, non? On pourrait dire que ça ressemble à une constellation familiale, sauf que là, la personne est vraiment au centre, actrice Hmm. de son processus, et il y a entre 2 et 4 personnes qui jouent ces dynamiques internes selon les besoins. Donc oui, ça peut ressembler à une sorte de constellation de ces dynamiques internes, les dynamiques constitutives du masculin. Mais c'est vrai qu'après, j'ai pas de, voilà, je travaille pas en individuel comme tu peux le faire. Ah, ok. Ça marche. Ouais, le message, je pense qu'on peut faire passer aux gens, c'est que c'est pas si compliqué de se libérer des émotions. Rien que le fait de regarder en soi et d'observer la réaction du corps, 99% des émotions, on peut les libérer comme ça. Et juste pour info, tiens, par exemple, est-ce que tu as plus d'hommes ou plus de femmes qui viennent vers toi? Je dirais que c'est moitié-moitié.
C'est moitié-moitié, mais je prends beaucoup de plaisir quand c'est des hommes qui arrivent parce que je les vois, ils sont comme j'étais il y a quelques années, ils sont complètement bloqués dans leurs émotions et les émotions, elles essaient de sortir par tous les moyens. Donc, au bout d'un moment, ils s'affolent et ils disent, bon, allez, je vais voir un thérapeute. Et je prends beaucoup de plaisir quand c'est un homme qui vient me voir en consultation. Bah, c'est vrai, comme tu disais, en tant qu'homme, on a été formaté souvent, alors que ça soit par la société ou par la famille, à être totalement coupé de ses émotions. Mais moi, je le perçois aussi parce que c'est un manque de, entre guillemets, d'exemplarité, de repères. Parce que Mhm. si on a un père qui était coupé de ses émotions, bah, vu qu'on se moule presque à l'identique, on va plutôt se dire, bah, pour être un homme, il faut être comme ça. Pas obligatoirement consciemment, mais dans la construction, et en fait, on va reproduire, quoi. Alors que si justement on travaille pour faire des hommes totalement équilibrés, masculins, féminins, qui se font traverser par leurs émotions, eh ben on va faire des générations de garçons équilibrés qui vont devenir des hommes équilibrés. Ça, c'est chouette. Ce que je remarque aussi, c'est que même avec les femmes ou avec les hommes, je joue souvent le rôle du père. C'est beaucoup des émotions liées au père qui se manifestent en séance. Et, euh, et je pense que c'est parce que je suis un homme que ça se passe comme ça. Je dois avoir l'énergie du père en moi, j'en sais rien. Et ouais, beaucoup les émotions liées au père que je travaille en séance. Et justement, comme il n'y a pas beaucoup de thérapeutes hommes, les gens, ils ont plutôt tendance à aller voir des thérapeutes femmes. Mais en tant qu'homme, on peut vraiment apporter autre chose. On va pas aller travailler du tout les mêmes émotions que des thérapeutes femmes. Et puis même avec des femmes qui viennent, qui voient un masculin qui est équilibré, ça soigne et ça guérit aussi. Ah ouais, c'est vrai. J'avais Je pas vois pris ça conscience de ça, mais oui, c'est vrai. je voyais ça pas qu'en stage, parce que je fais des stages d'hommes, mais j'anime avec ma compagne des groupes à l'année sur du changement et des transformations intérieures. Et on voit Mhm. souvent que eh ben, moi, j'accompagne plutôt des femmes à guérir de leurs blessures liées au masculin. Et puis, et je trouve que c'est intéressant parce qu'en tant que femme, elles se sont aussi construites sur du masculin déséquilibré parce que les pères, les frères, les oncles qu'elles ont eus, si c'était des masculins déséquilibrés, ben le masculin en elles ou leur rapport au masculin est bancal. Et de pouvoir remettre un peu de l'ordre là, ben ça soigne rien qu'en étant présent des fois, quoi. Mhm. Mm. Et ben justement, continuons, Geoffrey. Est-ce que tu peux nous parler de la dernière fois que tu as pleuré? Ah, Et si possible, si c'est pas trop indiscret du contexte. non, c'est pas indiscret. C'était ce matin que j'ai pleuré. Alors oui, c'est vrai qu'avant, je m'autorisais jamais à pleurer. Et maintenant, je pleure plusieurs fois par semaine. Ça vient des fois sans même savoir pourquoi, et larmes qui coulent. Et j'ai appris à pleurer et j'ai appris que c'était plus une libération qu'une honte qu'il fallait cacher aux autres. La dernière fois que j'ai pleuré, c'est ce matin parce que je regardais une vidéo et Avec des petits chatons. Non, je c'est rigole. pas loin, c'était une maman chimpanzé, une grand-mère chimpanzé de 59 ans qui était à l'article de la mort et donc qui était toute recroquevillée comme ça. Et il y a son premier soigneur qui est venu, qui est aussi maintenant un vieux monsieur, et quand elle l'a reconnu, donc elle a mis 1 minute à le reconnaître, quand elle l'a reconnu, elle a dit «Ah!» Elle a commencé à lui faire des câlins et des caresses, c'était vraiment trop mignon. Et en fait, j'ai commencé à pleurer, ça m'a ému, et quand j'ai été voir ce qu'il y avait derrière, il y avait des émotions d'injustice et de tristesse. Ok. Voilà. Et de... Est-ce que les émotions d'injustice qui étaient là, tu as pu les relier à quelque chose ou juste à laisser passer ok, tu as pu les identifier et puis tu n'as pas cherché à savoir, ou est-ce que tu as cherché à essayer de comprendre par rapport à ton histoire? Je peux savoir, mais en fait, la plupart du temps, il n'y a pas besoin de comprendre la cause de l'émotion. Parfois, il y a besoin de la comprendre pour libérer l'émotion, mais dans ce cas-là, j'avais pas besoin de comprendre. Hmm. Non. Oui, juste à libérer. Mais en fait, c'est ça, hein. Mais c'est ça qui est fou, c'est que enfin, c'est pour ça que j'œuvre, hein, mais j'ai l'impression que si tous les hommes sur Terre étaient capables de se laisser traverser par leurs émotions en acceptant d'être
pour moi, vulnérable, c'est être capable d'accueillir, quoi. C'est pas être vulnérable, faible, d'être capable d'accueillir. Mais qu'est-ce qu'on serait bien dans le monde? Petit à petit. Tu sais, je vois de plus en plus d'hommes qui s'ouvrent, hein. Je pense qu'il y a quelques années encore, c'était pas comme ça, mais il y a de plus en plus d'hommes qui sont intéressés. Quand je dis que je suis thérapeute, je travaille avec les émotions. Avant, ça bloquait. Il y en a encore hein, qui sont comme ça. Oui, Et il y en a d'autres qui commencent à s'intéresser, ils posent des questions. Et de plus en plus, même dans mon entourage, même dans ma famille, où je pensais que tout le monde était bloqué comme ça, non, non, ça s'ouvre à tous les niveaux. Et les hommes aussi, ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent, ouais, c'est chouette. C'est chouette. Ouais, moi, j'en vois aussi hein, de plus en plus. Mais je trouve qu'il y en a quand même encore beaucoup qui n'osent pas tout à fait, tout à fait. Moi, je vois, parce que j'anime des cercles aussi, et en Mhm. présentiel et en ligne. Et en présentiel, souvent, j'en vois qui viennent à un cercle, et puis hop, qui reviennent plus parce qu'ils ont l'air de dire non, mais c'est bon, j'en ai fait un, j'ai vu ce que c'était. Ah, Et puis surtout dans un cercle, ben, ils se sont pas vraiment pratiqués, ils se sont pas vraiment dévoilés avec authenticité, ils sont restés sur un truc très en surface, mais bon, pour eux, c'était déjà beaucoup. Et ouais. je trouve ça dommage, en fait, de ne pas avoir comment dire, l'intuition que c'est pas en une fois, quoi. Que n'importe quelle thérapie, il n'y a rien de magique. C'est pas parce qu'on fait un soin une fois que ça y est, on est guéri ou qu'on a fait un cercle une fois, alors que c'est une pratique de soi au quotidien. En fait, comme tu disais, tu parlais avec les émotions, ou ben voilà, c'est tous les jours que tu te laisses traverser et que c'est cette pratique-là qui fait qu'il y a ça œuvre. Après, aller à un cercle d'hommes, déjà, c'est une belle étape. Ouais. Je préfère penser que tu as planté la graine quelque part et que ça va prendre du temps, mais ça va venir Qu'elle petit à va, petit. qu'elle va germer ailleurs. Ouais. Ouais. Voilà. Toi, tu as déjà fait des cercles d'hommes? Non, non, mais ça m'intéresse. Juste que j'en trouve un qui me corresponde. Si tu me dis que tu en fais en ligne, bah, ça peut m'intéresser, Ah hein. bah ouais, ça peut être chouette. Et tu n'aurais pas envie d'en mettre en place là où tu es, des cercles? Euh, je sais que ça viendra dans le futur, mais que je pense pas que je suis encore prêt pour animer des cercles, non. Ok. Mais ça viendra un jour ou l'autre. Et, est-ce que bah, je sais pas, qu'est-ce que tu penses du masculin, toi, aujourd'hui? Comment tu vois les hommes autour de toi? Comment tu vois le masculin dans les grandes lignes, dans la société? Hmm. Il y a un vrai éveil des consciences qui a cours en ce moment, hein. Il y a un vrai changement des mentalités, même si ça prend du temps. Mais je vois du changement, vraiment concret. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai changé et du coup, j'attire plus ce type de situation, ou si vraiment il y a un changement dans la société. Mais je vais donner un exemple. Je suis rentré chez mes parents il n'y a pas longtemps, et c'est dans le 93. Dans le 93, très... L'homme, c'est Oh, tu l'homme, viens quoi. tu viens du 9-3, c'est ça? Voilà, très macho là-bas, la mentalité. Et, et j'ai vu des hommes, ce que j'aurais pas vu avant, des hommes qui, par exemple, se levaient pour laisser la place à une grand-mère. Avant, on le voyait beaucoup moins qu'avant. Et l'autre jour, j'ai vu un homme super musclé comme ça, qui faisait limite un petit peu une brute en quelque sorte, et qui a aidé une femme enceinte à soulever sa poussette pour qu'elle rentre dans le bus. Et ça m'a ému aux larmes parce que j'avais jamais vu ça. Et je vois vraiment des changements un peu partout autour de moi. L'homme est en train de changer, et les femmes aussi. Et je pense qu'un homme fort, c'est pas un homme qui a plein de muscles et qui est fort. Non, un homme fort, c'est un homme qui sait pleurer, par exemple, et qui s'accepte et qui va voir à l'intérieur de soi. C'est ça un homme fort aujourd'hui. Ouais, je trouve que c'est vraiment Enfin, on est vraiment dans une période, j'ai l'impression, charnière. Enfin, c'est comme Mhm. si le monde d'avant, avec l'homme macho, patriarcal, insensible, il avait duré j'allais dire des millénaires. Et que là, il y a vraiment une rupture et on est en train de passer un cap, quoi. Alors peut-être que ça va prendre 20 ans, 100 ans, 200 ans, mais il y a vraiment, je trouve, quelque chose de beau qui s'ouvre pour l'équilibre de l'humanité, quoi.
Qu'il y a vraiment de plus en plus, enfin, moi j'en vois dans un certain réseau, mais il y a 10 ou 20 ans, il n'y avait pas autant d'hommes qui proposaient des accompagnements pour les hommes, des cercles, des programmes, et là ça foisonne de plus en plus d'avoir un discours voilà, d'hommes équilibrés, de masculin ancré, de masculin puissant, mais dans la bienveillance, quoi. Plus dans, euh, plus dans ce côté je vais écraser tout le monde et dans la compétition, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment des beaux mouvements qui arrivent. Même si ça peut, il y a une part qui peut faire peur, parce que il y a toujours, j'ai l'impression qu'en tant qu'homme, on a toujours quand même au fond de soi ce petit truc de compétition là. Mais ben voilà, je trouve que c'est des belles initiatives, quoi. Après, la compétition, j'ai eu les émotions de compétition qui sont arrivées il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et j'en ai eu pas mal. Et en fait, c'est quand on a commencé à nous mettre à l'école, au CP, CE1, etc., et on a commencé à avoir des notes et à se comparer aux autres. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte qu'on nous mettait en compétition tout le temps, tout le système scolaire, on nous met en compétition. Et du coup, on enregistre inconsciemment toute cette compétition. Et si on veut ne plus avoir un monde compétitif et basé sur la performance, bah, faut aller changer le système éducatif. Et, bon, déjà, je vois qu'on parle beaucoup plus d'émotions dans les maternelles, dans les écoles primaires. Il y a un petit neveu qui vient me voir et qui nous disent qu'ils ont étudié les émotions à l'école, alors qu'on n'avait jamais fait ça. Pour moi, ça serait la matière la plus importante de toutes les matières, à comprendre comment ça fonctionne une émotion. Et c'est pas si compliqué de comprendre comment fonctionne une émotion. Alors ça, ouais, ça franchement, ça serait super si à l'école on peut nous apprendre à devenir humain, quoi. Non, il y a des progrès, il y a franchement des progrès. Chouette. J'espère qu'un jour, j'irai dans les écoles expliquer aux enfants, c'est un de mes projets, d'expliquer aux enfants, aux adolescents, qu'est-ce qu'on fait en cas d'émotion. J'ai rencontré une lycéenne l'autre jour et elle m'a dit que dans sa classe, il y avait plein de filles qui faisaient des crises d'angoisse, des attaques de panique, d'anxiété, et elles ne savaient pas quoi faire. Elles étaient perdues et livrées à elles-mêmes et personne ne leur a jamais expliqué quoi faire en cas d'émotion, alors que c'est pas si compliqué de regarder en soi, la libération émotionnelle, tout le monde peut le faire. Ben, simplement, finalement, c'est être authentique avec soi. Ça veut dire qu'il y a ça qui arrive, au lieu de le mettre sous cloche et puis attendre que ça pète dans 2 ans ou dans 10 ans, Voilà. ou que ça se déclenche et que ça symptomatise en maladie, ou que ça se Voilà. cristallise. C'est juste, ben, c'est présent en moi, quoi. Mais c'est un peu, moi je dis, c'est très symptomatique du monde dans lequel on vit. On coupe des forêts, mais non, on veut pas voir qu'il y a des effets sur la planète, quoi. Là, c'est pareil, on camoufle des émotions, on se dit non, tout va bien, mais je crois bien que c'est. Moi, j'écoutais il y a quelques mois, quand il y avait les histoires de confinement, tout ça, Louis Fouché qui parlait, et il expliquait que en médecine, on leur apprend alors un petit peu, hein, en école de médecine, à accompagner des patients. Et il disait la première étape quand on annonce une maladie à quelqu'un, c'est le déni. Toujours. Avant qu'il y ait le refus, la colère et l'acceptation à la fin. Mais c'est vraiment comme si c'était une phase logique de l'être humain qui, dès qu'il y a un truc qui le bouscule, il ne veut pas le voir d'abord, il le refuse. Après, il est en colère contre et après, enfin, il l'accepte, quoi. Et je me disais, émotionnellement, c'est peut-être ça, quoi. Quand on est face à une émotion qu'on juge, qu'on trouve pas bien ou qui nous dérange, peut-être que la première chose à faire, enfin qu'on peut faire, c'est d'être dans le déni, quoi. Ouais. Bah, peut-être que le monde il a été suffisamment dans le déni de ses émotions et qu'il est temps de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de les ressentir et de les accepter. Et peut-être qu'on est là pour ça, toi et moi, pour montrer aux gens comment faire. Ouais, je pense qu'on est nombreux à œuvrer pour. On est plein de petits colibris qui œuvrent de notre côté. Non, non, c'est chouette qu'on puisse se rencontrer et voir qu'on est en fait tous une équipe, qu'on travaille tous ensemble. Je sais pas, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport, voilà, par rapport au masculin, par rapport aux hommes
par rapport à quelque chose que tu voudrais témoigner. Il n'y a rien qui me vient comme ça. Euh, bon, je mettrai en description pour que les gens puissent te retrouver les liens, que ça soit ton livre, ton site. J'ai un blog aussi. Ok, bah, tu me passeras le lien et je le mettrai. Et ben, en tout cas, merci. Ah, il y avait une question sur l'actualité, non? Ah, Mon actualité. ah bah vas-y, oui, vas-y. C'est vrai, j'ai oublié, excuse-moi. Tu peux nous parler de ton actualité? Oui, mon actualité. Euh, je me rends compte de plus en plus que thérapeute, un one-to-one, comme on dit, c'est pas ce que j'ai envie de faire sur le long terme. Et ça pousse vraiment pour que je devienne plus public, je communique à plus de personnes. Donc, je suis en train d'écrire un livre sur les émotions. Waouh. Second livre, qui va être la... Si le premier livre s'était focalisé sur l'extérieur, ça va être beaucoup plus sur le voyage intérieur. Et concrètement, quoi faire quand on a une émotion? Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour aller mieux, tout simplement. Et mon but, c'est vraiment de donner les clés aux gens pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Parce que tout le monde a les clés pour se réveiller, en fait. Et pour devenir soi-même et pour arrêter d'être un personnage basé sur l'ego, qu'on a construit pour faire plaisir aux autres. Non, il est temps de reprendre notre pouvoir. Donc voilà, la première actualité, c'est ça, c'est que je vais écrire un livre. Et aussi, j'ai un blog donc où je parle beaucoup d'éveil spirituel, d'émotions, d'énergétique. Et c'est pareil, je m'adresse plus aux personnes qui sont à la limite, tu vois, pas qui sont déjà éveillées spirituellement, mais qui sont prêts, qui se posent des questions, qui se demandent comment faire. Voilà, toujours dans la même idée de donner les clés pour reprendre le contrôle et apprendre à gérer ses émotions. Et voilà vers quoi je m'oriente, plutôt que de faire une personne à la fois, de m'adresser à plus de monde. Je pense que c'est l'évolution logique. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que quand on est là pour changer les choses, si on change une personne à la fois, ça ne change pas assez. Mhm. Qu'après, il faut les changer par 10, par 100 à la fois pour que ça aille plus vite. Voilà, il y a vraiment une demande, hein. Je vois sur mon blog, l'article qui a le plus de vues, c'est guidance intuitive. Tu vois, donc c'est que les gens, ils sont prêts à aller plus loin. Ok. Il s'appelle comment ton blog? Ça s'appelle Positive Change, donc positive-change, change.me. Parce que c'est en français et en anglais, donc voilà, j'ai trouvé un nom qui va pour les deux. Super. Eh bien, je mettrai tout ça pour que les. Puis j'irai voir parce que je ne savais pas que tu faisais un blog. Moi aussi, j'apprends des trucs. Je suis content. J'adore écrire, en fait. Et Ouais, je c'est comprends. marrant, j'ai été faire une séance d'astrologie, parce que j'essaye un peu tout, hein. Pour mon blog, ça me donne des idées d'articles. Et l'astrologue m'a dit que ma mission d'incarnation, c'était de communiquer. Alors, je trouvais ça drôle parce que moi, j'ai toujours été très timide, surtout quand j'étais petit. Ma mère m'avait même emmené au psychologue parce que j'étais trop timide. Je n'osais pas dire à la maîtresse que j'avais envie d'aller aux toilettes. Du coup, je faisais caca dans ma culotte. Tu vois, il y a eu plein d'émotions là-dessus, pas de problème. Et par écrit, ça a toujours été, mais par oral, c'est pas évident. C'est la première fois que je parle comme ça en interview. D'ailleurs, je te remercie de me donner cette opportunité. Mais ça pousse pour que je m'oriente dans cette communication orale et écrite pour aider les autres à se transformer, après m'être transformé moi-même. Voilà. En tout cas, tu étais super à l'aise. Hein. Ah, je te remercie. Il faut Parce que tu n'as pas vu ce continuer. Hein. travail préalable où j'étais en train de méditer et puis il y avait plein d'émotions, peur de me montrer, peur de ne pas être aimé, peur d'être jugé, qui sont arrivées et C'est peur de m'exprimer.
Après, je Non, pense que c'est aussi normal. Enfin, moi, j'ai un peu l'habitude maintenant d'être à la, enfin, d'être comme ça en vidéo. Bon, là, on n'est pas en direct. Ça sera publié après, mais d'être sur des émissions en direct avec plein d'auditeurs et tout, bah, c'est vrai qu'au début, tu mouilles un peu dans ta culotte. Enfin, moi, en tout cas, c'était oui, mais je vais me tromper, je vais faire. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en fait, il suffit juste d'être soi et d'être détendu et tout va bien. exactement. Exactement. Mais c'est quelque chose, oui, qui a besoin de s'apaiser à l'intérieur, quoi. Comme si, en étant nous-mêmes, on pouvait se tromper, quoi. Mhm. Alors que non. Au pire, il y a des gens qui aiment et qui n'aiment pas notre vibration, point, mais c'est comme un concert. Tu vas voir un artiste parce que tu aimes bien la musique, ceux que tu n'aimes pas, tu n'y vas pas, et puis tu vas voir ailleurs. Ben, les gens qui vont t'aimer, ils vont venir te voir, les gens qui vont pas t'aimer, ils vont pas venir te voir, et ça se passera très très bien. Ouais, ouais. En tout cas, merci Geoffrey d'avoir joué le jeu et puis d'avoir témoigné dans Homme en Lumière. Donc, vous pourrez retrouver Geoffrey dans la description, enfin, son site, son blog, son livre dans la description de la vidéo. Voilà. Si vous aimez les émissions d'Homme en Lumière, vous pouvez les liker, les partager, inviter vos amis à venir regarder. Et puis, ben, moi, je vous souhaite une bonne journée. Merci encore Geoffrey et merci à toutes les personnes qui vont nous regarder. Et puis, eh ben, si vous en voulez encore, la semaine prochaine, il y en aura un autre. Merci à tout le monde. Au revoir. Au Merci revoir. Ludovic.